Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Aerocosmos, avec au menu cette semaine les USA qui dévoilent leur nouveau drone furtif, le RQ-180, les dernières restrictions qui se lèvent pour le Boeing 737 MAX, on a enfin des informations sur la fin du Transal et sur la montée en puissance de son successeur au profit des forces spéciales, et on a également le moteur du Falcon 6X qui vient d'être certifié, mais on commence par la vente exceptionnelle du Rafale aux Émirats Arabes Unis. C'est un contrat record pour 80 avions au standard F4, aux alentours de 14 milliards d'euros, en remplacement notamment des 60 Mirage 2000-9 qui avaient été achetés en 1998 par les Émirats. Donc on ne fait pas que remplacer cette flotte, on monte également en nombre d'avions. Il y a également 2 milliards d'euros d'équipements associés, dont les missiles MBDA, le RR Mika NG, ainsi qu'une déclinaison locale du missile de croisière Scalp. Et très important, il n'y a pas d'offset. Par contre, il y aura un souhait d'intégrer également les armes qui sont proposées par les opérateurs locaux, notamment la société Edge, qui est une société émirati. Je vous renvoie vers mon reportage que j'avais fait sur eux quand j'étais au Salon de Dubaï il y a quelques semaines. En tout cas, les livraisons vont s'échelonner entre 2027 et 2031, ce qui est une très bonne nouvelle pour les lignes d'assemblage, évidemment, qui vont devoir monter en cadence, mais qui ont aussi l'assurance de pouvoir fonctionner à rythme maximal jusqu'à cette échéance. Et c'est clairement la conclusion d'une année complètement folle pour le Rafale, avec 12 Rafale au standard F3R pour la Croatie, 18 pour la Grèce, 30 supplémentaires par l'Égypte, et maintenant on attend peut-être la concrétisation du contrat avec l'Indonésie, pourquoi pas la Malaisie. Il y a également les résultats de la compétition en Finlande et également en Inde, dans lequel la marine est intéressée pour acheter du Rafale Marine pour équiper son nouveau porte-avions. Et à côté de ce contrat très important pour le Rafale, il y a également 12 hélicoptères militaires, le H225M d'Airbus Hélicoptères qui ont été vendus. C'est la déclinaison qu'on appelle le Puma ici en France. Et le lendemain, en Arabie Saoudite, il y a eu un contrat, encore une fois, pour 20 H145 et 6 hélicoptères H160, ainsi qu'un contrat pour des moteurs libres de 8 milliards et demi de dollars. C'est un contrat pour les A320 qui avait été acheté en 2019 au Salon du Bourget, mais sur lequel on ne connaissait pas encore la motorisation. Mais donc tout va très bien pour les exportations d'armements aéronautiques français. Le Rafale, pour lui, très clairement, c'est l'aboutissement d'années et d'années pendant lesquelles il a pu prouver sa valeur, et aussi objectivement le fait que son compétiteur principal, le F-35, n'est pas à la hauteur, coûte plus cher que prévu, et commence à avoir des plaintes de ses utilisateurs. On reste dans les systèmes militaires avancés avec l'US Air Force qui a enfin publié une image plus précise de son RQ-180, son drone furtif en forme d'aile volante. Pour rappel, la furtivité, elle a commencé avec les bombardiers stratégiques, par exemple le B-2A Spirit, le F-117, puis ensuite avec les chasseurs tels le F-22. Et les premiers drones dans les années 2000, ils n'avaient pas cette volonté de furtivité. Par contre, comme ils étaient faits en composite, ils avaient logiquement une surface équivalent radar qui était très faible, et donc par principe, ils étaient semi-furtifs. La deuxième génération de drones, c'est ceux qui sont plus gros, plus lourds, plus puissants, mieux armés, avec par exemple le projet JUKS pour Joint Unmanned Combat Air System, qui a été lancé fin 2003, pour développer un drone qui soit commun entre l'US Navy et l'US Air Force, qui a abouti au développement des avions expérimentaux X-45 pour Boeing et le X-47 pour Northrop Grumman. Et c'est des technos certainement qu'on retrouve sur le premier avion, la première aile volante furtive de 20 mètres d'envergure, qui a été officialisée en 2009, qui s'appelle le RQ-170. On en avait quelques photos très rares, mais surtout il y avait un exemplaire qui avait été récupéré par l'Iran, après certainement que son système de navigation a été brouillé, le GPS aurait été brouillé par le sol, et donc les Iraniens l'ont récupéré. Ils en ont fait un rétrofit pour pouvoir produire un drone local qui s'appelle le Saegeh, qui ressemble évidemment à l'extérieur au RQ-170, mais les Israéliens ont pu confirmer que l'intérieur était également une copie, puisqu'ils en ont abattu un au-dessus de leur territoire, ils ont pu l'étudier et ils ont vu très clairement que c'était une copie des technologies américaines. En tout cas, en 2008, Northrop Grumman a gagné un contrat pour 2 milliards de dollars pour développer un drone furtif de nouvelle génération qui serait dédié à ces missions type ISR, donc c'est-à-dire intelligence, surveillance, reconnaissance, en environnement hostile, c'est-à-dire quelque chose qui soit furtif, mais également capable de participer à des missions de guerre électronique, et notamment de guerre électronique offensive. On n'a pas d'informations sur ce drone, on ne connaît même pas son nom, on l'appelle le RQ-180 par extension, parce que l'autre c'était le RQ-170, et jusqu'à présent il y avait très peu d'images. La première photo, elle a été prise au-dessus de la zone 51, c'est il y a quelques années, puis on a eu des images un petit peu plus précises, et on l'a vu enfin en septembre 2021 aux Philippines, donc on n'a que ces 3 photos, mais le fait qu'on le voit aux Philippines, ça confirme qu'il est opérationnel, et ça confirme également les indices qu'on avait par le passé, puisque en 2019, il y a le 74e escadron de reconnaissance qui a été recréé en Californie, et qui a donné le surnom White Bat
parce que vous voyez évidemment ce drone est blanc, donc c'est la chauve-souris blanche, et a priori il s'appelle aussi Chikaka. Chikaka, c'est le nom de la chauve-souris géante de Ace Ventura en Afrique. Chikaka! On sait simplement que c'est un drone haute altitude, longue endurance, qui est capable de voler pendant 36 heures. On se doute, parce qu'on voit les deux traînées de condensation, qu'il a un double système propulsif, mais c'est tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais vous avez le Profession on Arms Center of Excellence de l'US Air Force qui vient de publier une vidéo qui reprend l'historique de l'ISR, avec les avions espions type U-2, le SR-71, les systèmes satellites, et qui donne surtout un détail sur le RQ-170 beaucoup plus précis, avec ses deux bosses qui accueillent les trains d'atterrissage, et beaucoup plus de détails sur le RQ-180. On voit cette entrée d'air principale, et clairement les spécifications d'une aile volante, à peu près comme le B2, on voit ces formes qui sont très particulières. Et outre ce RQ-180, on a également un avion noir, inconnu, que certains ont identifié comme étant le drone hypersonique de Lockheed Martin, le SR-72, qui serait évidemment le successeur du SR-71 non piloté, qui serait capable de voler à Mach 6, qui a été développé à partir de 2013 et qui serait probablement opérationnel à partir de 2025. Comme vous pouvez le voir depuis les dernières semaines, les Américains quand même partagent beaucoup d'informations, ce sont juste des images, ce sont parfois la confirmation que l'avion a volé. Par exemple, l'avion de 6ème génération, le NGAD, on a su après coup qu'il avait déjà volé, on ne savait même pas qu'il était en développement. Donc là, le fait qu'il laisse transparaître toutes ces informations, c'est peut-être aussi par rapport à la Chine et à la Russie qui se vantent de faire plein de tests et de les réussir, et les Américains, on a l'impression qu'ils sont en retard, donc c'est peut-être un contre-coup médiatique pour dire, les gars, on a quand même encore un petit peu d'avance dans certains domaines. On passe, toujours dans le militaire, à des questions de transport stratégique, et notamment les dates de la fin du Transal qui sont enfin connues, qui seront entre avril et mai 2022, au sein de l'escadron 361 Poitou, qui est opéré au profit des forces spéciales. Le potentiel restant va être utilisé au profit de la Task Force Sabre, c'est-à-dire pour les forces spéciales au Sahel. Le C-160 Transal, c'est un développement franco-allemand, il a été intégré dans les forces il y a 55 ans, et les plus récents sont sortis d'usine en 1981. C'est un avion qui a une masse maximale au décollage de 50 tonnes, il est très apprécié, il est rustique, il sait faire du largage de précision, du parachutage, il lance des chuteurs opérationnels, il sait faire des posées d'assaut, il a sa caméra infrarouge, le FLIR MX-20, et il va être remplacé par les Hercule C-130H, qui est en cours de rénovation par Collins Aerospace et Sabena Technics. C'est un chantier absolument colossal, mais ces travaux ils ont été décalés, si bien que seuls 2 avions seront disponibles sur les 4 qui sont aujourd'hui nécessaires, et les besoins vont être complétés par la 400M Atlas, sur lequel le Poitou a déjà réalisé quelques missions, notamment les évacuations d'Afghanistan après la prise de Kaboul, c'était l'opération Harpagan. Tout ça, ça nécessite évidemment une montée en puissance des équipages, il faut de la formation accélérée pour pouvoir garder ces capacités opérationnelles qui sont absolument indispensables évidemment pour les forces spéciales. On passe dans le civil avec le Boeing 737 MAX qui va pouvoir revoler en Chine après des mois de tergiversation. Les autorités chinoises de sécurité aérienne ont levé l'interdiction de vol en émettant une consigne de navigabilité qui contient toute une série de conditions à satisfaire pour que les compagnies aériennes puissent refaire voler leurs avions, les faire sortir des hangars comme ils disent, où ils sont immobilisés maintenant depuis plus d'1 an. Il y a également des obligations de formation pour les navigants, donc tout ça, ça va certainement aboutir à un retour en vol opérationnel qui serait au premier trimestre 2022. C'est évidemment une excellente nouvelle pour Boeing, parce que c'était le dernier grand pays qui interdisait encore à l'avion, et surtout parce que la Chine, ça représente 20% du carnet de commande du MAX, donc on se doute qu'il y a beaucoup d'avions qui sont déjà produits aux États-Unis, qui vont pouvoir être livrés dans les prochains mois. Les stats de 2022 pour Boeing, du coup, seront très bonnes, et pour rappel, le MAX a déjà 24 exploitants, il a réalisé cette année 255 000 vols commerciaux, 626 000 heures de vol au total, évidemment sans encombre, et il a un taux de disponibilité qui est de 99,27%, donc c'est objectivement un très bon avion aujourd'hui, il y a des bons retours de la part des utilisateurs, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on sait, les Chinois, c'était pas une question de sécurité aérienne, l'avion aujourd'hui il a été corrigé, il est fiable, c'était surtout des pressions diplomatiques, c'était cette fameuse guerre économique qui avait commencé à l'époque de Trump avec les États-Unis, et aussi pour les compagnies aériennes, c'était le fait de faire peser le coût de la maintenance de ces avions par Boeing plutôt que par les compagnies aériennes qui n'en ont pas forcément besoin pendant cette période de Covid. Et peut-être qu'il y a eu un facteur déterminant pour lever cette interdiction, c'est que les USA ont commencé à retarder les livraisons de pièces pour l'avion chinois, le Comac C919. Du coup, les Chinois ont annoncé en septembre que l'avion serait en retard. Alors, à cause notamment des pièces américaines manquantes. Est-ce que ça a joué pour faire lever l'interdiction par les Chinois? Ça, on le saura dans quelques années, quand on pourra débriefer tout ça.
On continue dans le civil avec la certification du turboréacteur du Falcon 6X, le jet d'affaires biréacteur grande cabine de Dassault Aviation qui a remplacé le 5X qui a été annulé. Il s'agit du PW812D de Pratt & Whitney Canada, qui fait évidemment partie de cette famille des PW800, qu'on retrouve sur quasiment tous les jets privés. Le générateur de gaz d'ailleurs est commun avec la famille des Pure Power, comme les PW1000 qui sont disponibles sur Airbus A220, sur Embraer 190, et même sur le MC21 de Irkut et l'A320 en option. La famille complète du PW800, elle a subi plus de 130 000 heures d'essai, dont près de 40 000 heures en vol, et la partie haute pression du réacteur, elle a déjà plus de 11 millions d'heures d'expérience à son actif depuis son lancement en 2016. C'est un moteur qui a des performances qui sont exceptionnelles, c'est ça qui permet au Falcon 9 d'avoir un avion qui fait 35 tonnes au décollage, 16 passagers, capable de voler à Mach 0,9 à plus de 10 000 km de distance. Son premier vol a eu lieu en mars 2021, c'était d'ailleurs le sujet de la première revue de presse que j'avais fait à l'époque avec Air et Cosmos, et la certification doit avoir lieu fin 2022, c'est un appareil qui coûte 35 millions de dollars. On revient dans le militaire avec Saab qui a réuni les autorités du Brésil et de la Suède pour présenter les 6 premiers Gripen NG de série, qu'on appelle aussi le Gripen E, qui ont quitté l'usine et sont entrés en phase de livraison. Il y en a 4 qui vont s'orienter vers le Brésil, 2 qui vont partir en Suède, et ça représente évidemment un fort accroissement de capacité pour l'avion. Son nouveau moteur est 20% plus puissant, il est apte à la supercroisière, il y a maintenant un radar AESA à antenne active, on a ajouté 2 points d'emport, il y a une capacité en carburant qui a été accrue de 40%, donc évidemment il a une portée opérationnelle qui est beaucoup plus importante, également sa masse maximale a été accrue, il y a un nouveau cockpit très moderne, il y a un nouveau système de mission beaucoup plus efficace, et il y a même une version biplace qui est dédiée à la guerre électronique offensive qui s'appelle le Gripen F-39F. À terme, il doit y avoir 108 Gripen E pour le Brésil et 60 pour la Suède, qui permettra de compléter en fait les 144 appareils de la version précédente, les C et les D, qui sont déjà opérationnels. Un dernier mot sur le dernier Air et Cosmos. Regardez ces images, c'est un dossier incroyable de la semaine qui est dédié au renseignement spatial en France. Je ne veux pas vous le spoiler, mais Yannick Gentil-Boudry a eu la chance de visiter le commandement de l'espace avec tous les détails de tous les moyens, les images, les radars, l'analyse des signaux. On est bien plus puissant que ce qu'on pouvait imaginer. On ne connaissait pas toutes ces informations-là. C'est vraiment unique ce dossier-là. Il y a même des images des précédents satellites qui n'ont pas été tirés, qui sont encore exposés là-bas, donc absolument incroyable. Il y a des interviews du chef d'état-major de l'armée de l'air, et surtout, moi ce que j'adore, il y a une analyse d'une image satellite sur le tir russe qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il a détruit un autre satellite qui était en perdition, et ça a fait un nuage de débris, mais c'est surtout l'analyse des capacités de tir des missiles qui sont utilisés, des porteurs, donc vraiment de l'intelligence en source ouverte, c'est super passionnant à lire, courez l'acheter celui-là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.